Je vais essayer aujourd'hui à travers cette présentation de vous donner quelques éléments d'information sur ce que c'est qu'une archive numérique, sur l'archivage des ressources numériques de manière générale et sur la reproduction des documents, plus particulièrement la numérisation. Je vais commencer d'ailleurs par les facteurs et arguments qui motivent l'apparition et l'adoption de plateformes d'archivage de documents. Je passe ensuite à l'évolution de l'exploitation de ces ressources documentaires. Après, je donnerai une petite définition de l'archive et quelques éléments d'information qui tournent autour de ça. Ensuite, un aperçu sur la numérisation, les processus de numérisation de documents au niveau de la bibliothèque centrale, et je terminerai avec une conclusion. Beaucoup de facteurs ont poussé vers l'émergence de plateformes d'archivage numérique, comme par exemple le besoin des établissements de mettre en valeur le patrimoine académique et scientifique, le nombre croissant par exemple aussi des ressources numériques. Je cite par exemple les thèses, les articles, les actes de colloques, etc. Il y a aussi l'évolution rapide des TIC, notamment les TIS, donc des outils beaucoup plus efficaces. Il y a aussi un point très important ici, c'est l'exigence des membres en rapidité, en facilité d'accès à l'information. Il y a aussi le besoin d'avoir une bibliographie institutionnelle, c'est-à-dire un endroit où on peut trouver facilement tout type de contenu numérique de l'établissement. Et d'autres facteurs existent bien sûr. Bon, pour définir, c'est-à-dire rapidement, ce que c'est qu'une archive numérique ou un dépôt institutionnel appelé aussi, c'est un ensemble de services qui sert à gérer des ressources numériques et à conserver ces ressources de manière permanente. Le point, c'est-à-dire le plus important à citer ici, c'est que ces plateformes-là sont des plateformes à vocation collaborative, c'est-à-dire que même les étudiants et les enseignants peuvent à long terme participer à l'enrichissement de ces plateformes c'est-à-dire en mettant en ligne, en soumitionnant leurs travaux, que ce soit des pré-publications ou autres données brutes issues de la recherche. Les types de ressources qu'on peut trouver, c'est-à-dire dans ce type de plateforme, c'est vraiment très varié comme liste. On peut archiver des articles publiés ou acceptés dans des revues scientifiques, des actes de communication, des thèses, des mémoires, des posters, des rapports. Il y a aussi des données médias comme des images, sons, des notices bibliographiques, des vidéos, etc. Pour le dépôt des documents, ce qu'on a sur le terrain, c'est des agents saisis sur place qui s'occupent de faire la saisie des différents documents déposés. Il y a des documentalistes, des bibliothécaires qui font ce qu'on appelle l'accompagnement de ces agents-là. Il y a aussi le travail de documentaliste qui vient enrichir aussi la ressource en métadonnées. Les métadonnées sont un schéma de données qui décrivent une ressource numérique, une définition qu'on va voir dans le slide prochain. Donc, le schéma le plus populaire utilisé par les dépôts, c'est le schéma du Dublin-Core. Un schéma, c'est un ensemble de données qui décrivent une ressource numérique. Il y a 15 éléments principalement qui sont le titre, le créateur, l'éditeur, le contributeur, le sujet, les mots-clés, la description, le format, etc. Si on veut par exemple
faire le constat sur l'état actuel ou la disposition actuelle des documents au niveau des différents sites web de l'université. On voit que depuis déjà un bon moment, on avait besoin d'avoir ce type de plateforme d'archivage pour mettre un peu d'ordre numérique ou d'ordre documentaire à notre patrimoine scientifique. On voit par exemple qu'au niveau du site web aujourd'hui, il est très difficile de localiser un document, sauf si on connaît exactement le titre de ce document. Alors, il y a eu besoin d'avoir une plateforme qui permet d'organiser et de structurer de manière correcte les ressources numériques de l'établissement avec une classification thématique, avec des collections de données et avec surtout ce que je peux appeler une pièce d'identité du document, c'est l'ensemble des métadonnées qui permettent à la fois de décrire exactement le document et aussi de le trouver grâce à une indexation très avancée par mots-clés, par titre, par éditeur, etc. Pour donner un petit aperçu rapide sur l'organisation des documents au niveau de la plateforme, on trouve ici 4 types de concepts au niveau d'une plateforme d'archivage. C'est la communauté qui peut contenir des sous-communautés. La communauté, je peux la définir ici comme étant une entité avec un contenu scientifique indépendant des autres, c'est-à-dire une communauté qui peut contenir des documents scientifiques d'une ou plusieurs disciplines étroitement liées. Dans une sous-communauté, comme par exemple ici un département, on peut trouver une ou plusieurs collections de documents, comme par exemple des bilans, par exemple pour les laboratoires, etc. Pour un document, il peut être lié, il est décrit par ses métadonnées, et il peut être lié à un ou plusieurs fichiers physiques, de plusieurs formats, PDF ou doc, etc. C'est-à-dire vous donner un aperçu réel de ce que c'est que cette plateforme, je vous invite d'ailleurs à visiter la plateforme, à faire une consultation sur le lien archive.ifc.edu.dz. Ce que je peux dire rapidement sur la plateforme, c'est qu'il y a devant nous ici une interface très simple avec un type de fonctionnalités. Les fonctionnalités dont les membres de la communauté ont justement le plus besoin, c'est la recherche. Et il y a aussi cette navigation par communauté qui permet d'accéder rapidement et facilement aux documents grâce à cette classification. Il y a aussi une navigation par facette qui vient renforcer cette interface. C'est-à-dire qu'on peut faire une navigation par sujet ou par auteur, par date, etc. C'est aussi une interface, c'est-à-dire hautement paramétrable, qu'on peut, c'est-à-dire plus paramétrer pour contenir beaucoup plus de facettes que cet endroit-là. On voit ici par exemple une recherche qui aboutit à une liste de documents triés par titre. On peut aussi les trier par date ou par auteur. En consultant le document, on voit ici l'affichage d'une notice abrégée avec uniquement le titre, l'auteur, les mots-clés, la date de publication, le résumé, l'URL, donc, et la collection, et là en bas, il y a un ou plusieurs fichiers PDF liés à la ressource. Donc ici, on voit un affichage vraiment simple à lire et organisé et riche en informations. D'ailleurs, c'est un affichage qu'on peut détailler plus en cliquant, c'est-à-dire ici sur le bouton affichage détaillé, pour afficher un peu plus d'informations sur cette ressource numérique. Je peux vous donner aussi quelques chiffres liés à cette plateforme qui nous a permis d'être plus visible, c'est-à-dire plus visible dans le monde grâce à cette exposition de métadonnées, grâce au même langage qu'on parle aujourd'hui avec des moteurs de recherche scientifique, les plus grands moteurs comme Google Scholar par exemple.
qu'on vient d'indexer plus de 63 000 éléments dans Google Scholar, ce qui veut dire qu'on est aujourd'hui plus visible qu'avant. Un chercheur, par exemple, si je peux vous donner un exemple, un chercheur en Europe n'a pas besoin de connaître le site de l'université. Ce contenu peut permettre à tout le monde de trouver, c'est-à-dire facilement, un document au niveau de l'université ou en université. C'est-à-dire un petit point sur aussi ce qu'on appelle la reproduction des documents, plus particulièrement la numérisation des documents. La numérisation, c'est-à-dire, pour parler un petit peu du contexte, c'est le dépôt de version électronique des documents a commencé depuis 2005. Et depuis, petit à petit, un atelier a été mis en place pour commencer à numériser ces anciens documents déposés à la bibliothèque centrale et au niveau d'autres services. L'objectif, c'est de diffuser et de rendre accessibles les thèses à grande échelle, c'est-à-dire accessibles uniquement en consultation sur place au niveau de la bibliothèque. Et il y a aussi l'objectif de valoriser les fonds documentaires des thèses et des mémoires dont dispose l'université. C'est aussi un moyen de renforcer cette initiative d'archivage numérique par c'est-à-dire la numérisation de ces documents précieux demandés par des étudiants et des enseignants à l'université et ailleurs. Les fonds documentaires disponibles pour la numérisation, c'est plus de 6 000 thèses de post-graduation en magistère et doctorat, donc en arabe, en langue française et anglaise. Il y a aussi d'autres types de ressources comme des publications universitaires, des articles issus de revues scientifiques. Pour les ressources humaines et les ressources matérielles qu'on dispose au niveau de la bibliothèque, il y a 2 documentalistes, un informaticien, il y a 2 scanners de production de format qui permettent de scanner le format Ottawa. Il y a aussi un accompagnement en formation pour ces ressources humaines au logiciel Adobe Acrobat, et Omnipage. Donc une prise en main pour cette opération de numérisation. Le circuit de numérisation, il est simple. Il y a une sélection de thèses selon l'état de la thèse, selon la difficulté du contenu, s'il existe c'est-à-dire des cartes, des tables, etc. Il y a ce qu'on appelle préparation, massicotage. La numérisation, on peut la faire par lot grâce au scanner qui permet c'est-à-dire de scanner de manière rapide un lot de pages. Après, il y a une opération de dossiérisation, connue aussi comme l'opération de reconnaissance de caractère. Après, il faut faire une vérification optimisation pour le web, pour voir s'il y a par exemple, pour donner un exemple, s'il y a des polices qui ne s'affichent pas correctement au niveau du PDF, il faut les inclure, ou s'il y a c'est-à-dire un paramétrage au niveau de la luminosité ou autre optimisation à faire. Après, il y a la mise en ligne au niveau de l'archive numérique de l'université. Les métadonnées sont créées par des bibliothécaires spécialistes. Le circuit que je viens d'expliquer est schématisé à peu près ici. Donc, passage au scanner pour obtenir un PDF. On peut aussi opter pour un format JPEG ou image, c'est la même chose. Mais on préfère, c'est-à-dire traiter le PDF dès le début du circuit. Après, on passe par l'OCR en utilisant Omnipage parfois et Acrobat d'autres fois, pour obtenir un fichier, c'est-à-dire de qualité, qu'on peut présenter à tout le monde de manière correcte et lisible. Les résultats, pour donner quelques résultats sur ce processus de numérisation qui a commencé il y a quelques mois, une année, je peux dire, c'est près de 1000 thèses qui ont déjà été numérisées et OCrisées. Il y a la mise en place d'un atelier de numérisation qui prend c'est-à-dire de l'expérience de jour en jour. Il y a l'enrichissement de l'archive numérique de 200 thèses chaque mois. Il y a aussi une visibilité qu'on remarque à travers l'indexation au niveau des moteurs de recherche. Les principaux groupes scolaires du contenu de l'université. Voilà, pour terminer, les avantages qu'on peut tirer d'une archive numérique, c'est une valorisation et une diffusion à grande échelle,
de la recherche à niveau mondial. Il y a un accès aussi plus rapide et plus simple à cette production au membre de la communauté. Il y a une garantie aussi de pérennité des dépôts réalisés, c'est-à-dire on immortalise cette ressource à travers ce type d'initiative. Il y a aussi un renforcement du prestige et de la visibilité de l'institution et du rayonnement de ces chercheurs. Voilà, je vous remercie.